Nous vivons dans un monde en perpétuel mouvement où la vitesse prend parfois des allures vertigineuses. Les technologies d'échange d'informations dépendent de notre capacité à maîtriser l'infiniment bref. Dans l'espace, des micrométéorites bombardent nos stations spatiales à plus de 50 km par seconde. En une seconde, sur Terre, les superordinateurs peuvent effectuer plus de 35 milliards de calculs. Pour comprendre le monde où nous vivons, nous devons le ralentir. Il y a 100 ans, les hommes étaient encore incapables de mesurer la seconde avec précision. Aujourd'hui, ils savent la fractionner en plus d'1 million de milliards de parties. Les scientifiques veulent relever un défi, arrêter le temps pour percer les secrets de phénomènes ultra rapides et donc théoriquement invisibles. En 1877, Edward Muybridge, photographe américain réputé, réussit à décomposer le galop d'un cheval. Pour y parvenir, il installe 24 appareils photographiques reliés à des fils tendus sur une piste. Ces fils se brisent au passage du cheval et déclenchent la prise de vue. Ces clichés mettent fin à une longue polémique, car ils confirment la théorie selon laquelle la foulée d'un cheval au galop se suspend à chaque cycle, aucun des membres ne touchant alors le sol. Quelques années plus tard, Étienne Jules Marey met au point son célèbre fusil photographique qui permet en 12 clichés successifs de figer les mouvements des oiseaux en plein vol. Sans le savoir, ce physiologiste français crée les principes de la prise de vue cinématographique. Les photographies de ces deux pionniers dévoilent une réalité qui échappe à l'œil humain. Elles permettent de disséquer les mouvements du monde vivant. L'art se met ainsi au service de la science. Ce phénomène va éveiller la curiosité de nombreux scientifiques, ingénieurs et artistes qui vont tenter de perfectionner ces nouvelles techniques. Parmi eux, Harold Eugene Egerton met au point en 1931 un stroboscope qui produit des éclairs lumineux d'une durée d'1 millionième de seconde. Ce procédé d'éclairage ultra rapide appliqué à la photographie lui permet de saisir et d'admirer des événements trop rapides pour l'œil humain. Cet ingénieur américain utilise alors ses stroboscopes pour réaliser des images qui présentent à la fois un intérêt scientifique et esthétique. Ce procédé ingénieux, mis au point à l'Institut de technologie du Massachusetts, va se diffuser dans le monde scientifique et artistique et devenir une nouvelle technique d'observation du réel. Egerton était absolument ravi de voir la nouvelle technologie se répandre. On lui en attribuait la paternité et cela lui suffisait. Je pense qu'il aimait beaucoup aider les gens à démarrer leur carrière et leur entreprise. Il restait souvent dans l'ombre. J'utilise cet équipement pour faire de la photographie balistique lorsque j'enseigne la stroboscopie, ici au MIT. Il ressemble beaucoup à celui dont s'est servi Harold Egerton à partir des années 1930. En fait, une grande partie de ce matériel est identique à celui avec lequel il a réalisé ces fameuses photos. La méthode est très simple. Lorsque tout est en place, vous éteignez les lumières et vous ouvrez l'obturateur de l'appareil photo. Vous tirez le coup de feu, le stroboscope se déclenche, la photo est prise, vous refermez l'obturateur et vous allumez les lumières. Le secret, ce n'est donc pas l'appareil photo, mais ce stroboscope. Ce micro-flash a été fabriqué par une société dont Harold Egerton a été l'un des fondateurs. Il produit des éclairs de lumière qui ne durent qu'un demi-millionième de seconde. Il permet ainsi de photographier des projectiles comme cette balle en mouvement.
Mais il a beau être très rapide, le stroboscope doit également se déclencher au moment précis où la balle passe devant l'appareil photo. Pour résoudre cette difficulté, Edgerton a utilisé le son. Il n'a pas utilisé le son du coup de feu produit par le fusil. En effet, cette balle a une vitesse supersonique, et lorsqu'elle parvient à la hauteur de la carte à jouer, le son du coup de feu, lui, est à peine sorti de la bouche de l'arme. En franchissant le mur du son, la balle émet une déflagration supersonique, comme un avion. Le microphone capte l'onde de choc produite et déclenche le flash stroboscopique. On charge le fusil. Cette photo ne vous satisfait peut-être pas, vous aimeriez voir le projectile plus loin dans sa course. Dans ce cas, vous déplacez le microphone de 5 cm et la balle se décalera de 5 cm sur le cliché. Autrement dit, si vous voulez obtenir les étapes du trajet d'une balle qui traverse une carte à jouer, il vous suffit d'insérer une carte, d'aligner l'arme, d'ouvrir l'obturateur, la déflagration déclenche le stroboscope et l'image est prête. Ensuite, vous insérez une nouvelle carte, éteignez les lumières, feu, rallumez, déplacez le micro, réalignez tout, bang, refaites-le encore et encore jusqu'à obtenir le degré de précision recherché. Continuez pas à pas, cela est fastidieux mais cela fonctionne très bien. Harold Edgerton n'a jamais cessé d'innover. Il met au point un système complexe de prise de vue placé à 11 km de l'action, enfoui dans un bunker qui permet, image après image, de découvrir une explosion nucléaire. Il perfectionne aussi une lampe stroboscopique qui permet à l'armée américaine de prendre des vues aériennes de nuit, quelques jours avant le débarquement en Normandie de juin 1944. Malgré sa disparition en 1990, les étudiants qui travaillent dans son laboratoire au MIT s'inspirent toujours de ses inventions et de ses réalisations photographiques. Chaque année, de nouveaux étudiants se présentent ici et la plupart n'ont pas réfléchi à ce que ces photographies nous enseignent. Ils les ont probablement déjà vues quelque part et croient qu'il est facile d'obtenir une image d'une balle traversant une pomme. Mais certaines de ces photos réalisées ici montrent l'onde de choc autour du projectile. Vous vous demandez alors, mais d'où provient cette onde de choc? Comment peut-elle se refléter dans une bulle de savon? Ce genre de question est soulevé chaque fois que nous accueillons un nouvel étudiant. Grâce aux travaux de Harold Edgerton, la prise de vue à haute fréquence est devenue une véritable industrie. Au cours des 50 dernières années, nous nous sommes habitués à voir le monde au ralenti. Et pour les scientifiques qui dissèquent le temps, l'attrait du procédé ne s'est pas émoussé. De nouvelles caméras continuent de traquer le mystère des phénomènes ultra rapides. Les suspects viennent d'annoncer qu'ils vont commencer à abattre des otages et des passants. L'équipe d'intervention sera sur place dans 1 minute. Dans un groupe d'intervention tactique, il revient à un membre de l'équipe, le sniper, de protéger la vie de ses collègues de la police et de mettre, par exemple, un terme à une prise d'otage. Attention groupe d'intervention, voici les nouvelles directives. Vous devez neutraliser toute cible hostile dès que cela vous est possible. La balle tirée par le sniper met 1/10 de seconde pour parcourir 100 mètres et toucher sa cible. Okay, line is hot. Go ahead, load. Bolt back, bolt back. Go. Hold up. 10 feet.
Pendant cette toute petite seconde, une foule de choses vous traverse l'esprit. Lorsque la situation est tendue, les snipers représentants de la loi, comme toute personne normale, doivent faire appel à leur expérience, sinon la panique s'installe. Un entraînement rigoureux vous prépare à bien accomplir votre mission de sauvetage. Si on a mis une trop haut, mais c'est dans la cible, c'est bien. C'est très bien, excellent boulot. Vous allez pouvoir reprendre votre souffle. Quand vous serez près de la ligne, vous allez m'entendre crier « C'est bon ». À ce moment-là, déployez-vous. À Jericho, dans le Vermont, ces tireurs d'élite hautement spécialisés arrivent de tous les États-Unis pour suivre pendant une semaine des cours de tactique, de balistique et d'adresse au tir. Ici, la règle est simple. L'élève sniper qui n'obtient pas un score parfait est recalé. Première équipe, des questions? Équipe 2, 3. Bon, restez groupés, on se revoit tout à l'heure. Lors d'une intervention tactique ou d'une situation de crise, aucune marge d'erreur n'est tolérée. Vous devez, en tant que sniper représentant de la loi, être infaillible. L'une des choses que nous enseignons ici est de préparer ces élèves à affronter le stress, de leur faire prendre conscience de leurs points forts et de leurs limites. De cette façon, lorsqu'ils sont confrontés à une véritable intervention, ils sont capables à 100% d'agir sans commettre de faute. Bolts back, pikes down, magazines out. Visually and physically inspect your weapons. Bill, tu t'en sors bien. Cette main a bougé, c'est bien, beau travail. Okay, good job. Good job. Pour que l'entraînement soit efficace, l'instructeur fait en sorte que le tireur soit sous pression au moment où il va appuyer sur la gâchette. Il provoque donc des situations qui exigent de l'élève un surcroît de concentration, d'effort physique et d'habileté. Au cours de l'un des exercices, par exemple, l'instructeur demande au tireur d'identifier un certain nombre d'objets dissimulés au niveau du sol, puis en quelques secondes, il leur impose une tâche totalement différente. Tu vas devoir prendre position dans une cachette stratégique urbaine, aménagée à ton intention. Lorsque tu seras installé en position de tir, tu vas devoir repérer ta cible. Cette cachette va être ton poste de tir. Tu as des questions? Non. À la 8e minute, si tu n'as pas tiré tes balles, je vais crier que c'est la fin de l'opération. Ça voudra dire que le suspect a abattu tous les otages à l'intérieur. Oui. Tu es prêt? Oui. Si vous n'êtes pas capable de vous préparer physiquement et mentalement avant d'appuyer sur la gâchette, les événements peuvent vite dégénérer. Au moment où vous vous apprêtez à faire feu, vous devez impérativement expulser l'air de vos poumons. Cela permet de stabiliser votre arme. Ce qui est nécessaire puisque votre but est d'atteindre la cible visée. Dans un autre exercice, les snipers sont confrontés à une situation qui implique plusieurs suspects. Le but est de foudroyer 2 cibles mobiles en 5 secondes. Le stress provoqué par cette épreuve est double, car il faut recharger et se remettre en joue rapidement. Même si une balle ne met qu'un dixième de seconde pour franchir les 100 mètres qui la séparent de la cible, le sniper doit anticiper avec précision la distance que va parcourir la cible durant ce laps de temps. Il doit également tenir compte d'un taux d'humidité élevé qui peut infléchir la trajectoire de la balle, sans oublier un facteur primordial, le vent. Le tireur doit identifier sa direction et sa vitesse afin d'optimiser le paramétrage de sa lunette et de corriger ainsi une possible dérive du projectile. Pour qu'identifier ces paramètres et calculer leur influence devienne un automatisme, il faut se familiariser avec son équipement et s'entraîner inlassablement avec le même matériel et les mêmes munitions. Il faut impérativement intégrer que sur le terrain d'intervention, tous ces éléments varient.
On voit ici que la balle est entrée sur le côté et qu'elle a commencé à se fragmenter. On va changer de cible, essayer un autre type de balle et voir ce qui se passe. Il faudrait que les munitions utilisées par les tireurs d'élite défient les lois de la physique. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Une balle normale se dilate dans les premières microsecondes de l'impact, puis elle perd de sa puissance et s'immobilise à l'intérieur de sa cible. Vous êtes prêts? 3, 2... Vous voyez que cette balle est restée à peu près intacte et qu'elle a pénétré son objectif tout droit et non sur le côté. Cela dépend du type de cartouche utilisé. C'est ce type de balle à usage tactique qui est nécessaire pour tirer à travers le verre. La tension a pour effet de faire perdre la notion du temps alors que le tireur d'élite doit rester vigilant quel que soit son degré de stress. Il doit en toutes circonstances mettre à profit son expérience pour éliminer le danger en moins d'un dixième de seconde. La précision, l'évaluation des risques, la rigueur scientifique dans la mise au point de nouvelles technologies demeurent capitales sur Terre comme dans l'espace. Les scientifiques de la NASA prennent un risque calculé lorsqu'ils envoient une fusée dans l'espace. À chaque instant, une collision majeure peut se produire. Elle pourrait être fatale aux astronautes. Comme les éléments qui flottent à l'intérieur de la navette, des objets, identifiés ou non, se promènent en liberté tout autour de la station. « 1800 tonnes de débris polluent ainsi les couches supérieures de l'atmosphère. Étages d'anciennes fusées, fragments de satellites, accumulateurs déchargés, écailles de peinture, tout ce dangereux bric-à-brac se déplace autour de la Terre à une vitesse de 17 km à la seconde. Nous surveillons en permanence environ 11 000 objets de plus de 10 cm de diamètre. Une collision entre l'un d'eux et une navette spatiale serait une catastrophe. Nous pensons qu'en comptant les plus petits, c'est-à-dire jusqu'à 1 cm de diamètre, ce sont 100 000 objets qui rôdent dans une ceinture de 2000 km autour de la Terre. Une collision avec l'un d'eux serait également très grave, peut-être même catastrophique. Un réseau d'observatoires surveille en permanence les débris de plus de 10 cm de diamètre. Mais ce sont les objets plus petits et quasiment indétectables que l'on redoute par-dessus tout. Pour calculer les probabilités d'une collision sérieuse, les spécialistes de la NASA ont mis sur orbite un satellite de la taille d'un autocar. Pendant 5 ans, l'appareil a servi de cible à des débris qui sont venus le heurter plus d'1 milliard de fois. Prenons cette cible, par exemple. Elle est en aluminium et mesure 4 cm d'épaisseur. On a effectué un test de tir dans lequel elle a été frappée de plein fouet par cette particule d'1 centimètre de diamètre et d'un poids d'environ 1,3 g, soit la moitié de ce que pèse une petite pièce de monnaie. Elle a heurté sa cible à une vitesse de 7000 mètres à la seconde. Elle a laissé à la surface un cratère 50 fois plus grand qu'elle.
L'arrière de la cible, lui, a volé en éclats et des fragments ont été projetés. La Station spatiale internationale est à ce jour le plus grand appareil jamais envoyé dans l'espace. Sa trajectoire l'oblige à traverser une zone chargée de débris. L'intégralité de ses surfaces extérieures a été examinée avec soin afin de calculer les risques de perforation. La station est en effet percutée par un objet à la dérive à chaque nouvelle orbite. Les 200 types de boucliers utilisés pour protéger chacun de ses composants sont réellement indispensables. Nous ne voulons pas qu'il y ait ni une perforation, ni une dépressurisation qui pourrait engendrer la mort des membres de l'équipage. Pour cela, nous utilisons une fine plaque de métal placée devant la cible. Cette plaque a été heurtée par une particule identique à celle utilisée dans le test précédent. Le trou de l'impact n'est pas très grand. La particule a volé en éclats, en fragments qui, sous forme liquide ou solide, se sont répandus sur toute la surface de la cloison d'amortissement arrière. Comme l'énergie cinétique de la particule n'est plus concentrée en un seul point, l'épaisse plaque de métal peut être remplacée par une cloison arrière beaucoup plus mince. 10, 9, we have ignition sequence start. Engines on, 5. Conçu par les chercheurs de la NASA dans les années 1940, le bouclier Whipple a pendant plusieurs décennies assuré une protection efficace des appareils dans l'espace. 49 minutes past the hour. On ne peut cependant y recourir pour tous les composants de la station internationale. Les hublots pressurisés, par exemple, posent un problème particulier. Ils représentent un risque majeur en cas d'impact avec un objet. La particule d'1 centimètre qui a troué l'épaisse plaque d'aluminium aurait endommagé 10 fois plus une surface de verre équivalente. Le verre est très fragile et le devient encore davantage si vous le soumettez à la pressurisation. Les hublots pressurisés ne comportent que 2 vitres. Ils sont les seuls remparts qui protègent les astronautes de l'espace qui les entoure. Afin de renforcer ces vitres, les spécialistes des impacts à très haute vitesse de la NASA étudient ce qui se passe au moment précis où un objet entre en collision avec le verre. Dans un laboratoire d'essai situé à White Sands au Nouveau-Mexique, les chercheurs placent un hublot de façon à ce qu'il soit heurté de plein fouet par un projectile de 4 cm de diamètre se déplaçant à une vitesse de 7000 mètres à la seconde. En ce qui concerne la vitesse, nous n'avons qu'une toute petite marge de manœuvre possible, environ 200 mètres par seconde. Nous devons aussi obtenir un impact net, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de débris secondaires susceptibles de brouiller les résultats du tir. Il nous faut également photographier le projectile en vol, avant l'impact, pour nous assurer qu'il est intact et qu'aucun débris pouvant affecter les résultats n'adhère à sa surface. Au moment de la mise à feu, une charge de poudre explosive projette ce piston de polyéthylène à travers un tube à pompe rempli d'hydrogène. En se dilatant derrière la gaine protectrice contenant le projectile, l'hydrogène propulse cette gaine de 0 à 7 km par seconde sur une distance d'environ 60 cm. La gaine se détache ensuite pour laisser le projectile atteindre seul sa cible. Grâce aux images, on se fait une meilleure idée des vitesses vertigineuses qui défient l'imagination auxquelles l'impact se produit.
Aujourd'hui, par exemple, le débris a atteint une vitesse de 8,5 km à la seconde. Le projectile, lui, 6,8 km à la seconde. La différence s'explique par le principe de vitesse acquise et par le fait que le débris résultant de la collision avec le verre est beaucoup plus petit que le projectile. Sa masse est moindre, mais il va plus vite. Après avoir estimé les risques, nous nous demandons s'il ne serait pas judicieux de prévoir une vitre supplémentaire. On ajoute donc soit une couche de verre, soit un panneau fait d'un matériau transparent moins fragile. Chaque kilogramme ajouté à la navette coûte 20 000 €. Les ingénieurs y regardent donc à 2 fois avant de modifier la conception des engins spatiaux. Les résultats des tests et des analyses effectuées ne les laissent cependant pas indifférents. C'est comme ça que ça se passe. On leur montre ces plaques, on les laisse les palper. C'est de cette façon que les choses avancent. Nous travaillons avec les ingénieurs, les concepteurs. Et lorsque tous ces spécialistes sont enfin d'accord, on peut aller de l'avant. Les déchets de l'espace resteront pour toujours prisonniers de leur orbite terrestre. Et pour les scientifiques du monde entier, il ne sera pas facile d'empêcher que l'un de ces objets à la dérive ne vienne tôt ou tard s'engouffrer dans un engin spatial en quelques millionièmes de seconde. Les agents chargés de lutter contre le terrorisme sont eux aussi aux prises avec l'infiniment bref. Aujourd'hui, à peu près tout le monde peut, avec quelques notions de chimie, fabriquer une bombe artisanale. Mais tout engin explosif porte en lui des indices qui peuvent permettre aux enquêteurs de remonter jusqu'à son fabricant. Dès que l'on modifie le contenu de ces tubes, par exemple ajouter des clous, des boulons ou quelque chose du genre, on observe que le tube ne réagit pas de façon identique lors de l'explosion. Parce qu'ils sont les premiers arrivés sur les lieux d'une explosion, policiers, sapeurs-pompiers et ambulanciers restent les mieux placés pour recueillir des indices. Dans le désert du Nouveau-Mexique, un groupe d'agents d'intervention se forme à la fabrication de bombes artisanales. Nous apprenons surtout à nos élèves à reconnaître les différents types de matières explosives et de bombes artisanales. Nous leur apprenons également à reconnaître des suspects et prendre, en cas de besoin, les mesures de protection adéquates. Nous allons remplir ce tube galvanisé de poudre explosive non fumigène, comme nous l'avions fait avec le tube précédent. Mais cette fois, nous allons changer l'enveloppe, le réceptacle, et voir comment le tube réagit. L'observation de l'objet témoin, comme ici cette pastèque, permet aux équipes d'intervention de recueillir les indices les plus judicieux après une explosion. Des éléments bien sélectionnés faciliteront la tâche des laboratoires. L'instructeur Roger Broadbent leur apprend à recueillir minutieusement les indices les plus pertinents. Les explosifs sont des substances chimiques qui brûlent rapidement. En quelques millionièmes de seconde, le temps de leur décomposition, ils émettent des gaz et produisent une chaleur intense.
pression qui en résulte donne naissance à une onde de choc qui peut briser des vitres, abattre des murs et réduire à néant des bâtiments entiers. Après une explosion en milieu urbain, par exemple, les policiers, les secouristes doivent observer les impacts et les traces laissées sur le mobilier urbain. Un panneau de signalisation proche du lieu de l'explosion peut, par exemple, devenir un élément fondamental de la future enquête. Les explosifs détonnent et créent une onde de choc. Leur déflagration se produit à de très hautes vitesses. Le nitrate d'ammonium, par exemple, détonne à une vitesse de 5500 mètres par seconde. Si vous prenez des explosifs à usage militaire ou à densité plus élevée, ils atteignent quant à eux des vitesses de 8000 ou 8500 mètres par seconde. Parfois, une bombe comme celle-ci est enroulée autour d'un poteau et peut passer inaperçue. Dès qu'un homme découvre ce type d'installation, il doit immédiatement s'éloigner. Prendre de la distance est la meilleure défense contre les explosifs. Car en se dispersant, l'onde de choc perd rapidement de sa force. S'éloigner de quelques mètres supplémentaires peut parfois suffire à sauver la vie d'un individu. Le plafond a été légèrement soulevé juste au-dessus du foyer de l'explosion. On voit le point de l'impact. Les murs ont également été secoués, mais la vitre est restée intacte. C'est la victime qui a subi le plus l'explosion. Ses mains et ses jambes ont été arrachées. Une petite lettre piégée d'une trentaine de grammes. Et il y avait un clavier ici. Les explosifs dissimulés et compactés sont souvent les plus dévastateurs. Cette pièce simule elle aussi un bureau. Il y a une fenêtre et une porte. La table de travail est faite dans le même matériau que le bureau de la pièce précédente. Les instructeurs veulent illustrer de façon concrète la différence entre deux explosifs, celui que contient une lettre piégée et celui que renferme un attaché-case. Il y a 50 grammes d'explosifs primaires dans la serviette, 2 fois plus que dans la lettre piégée. C'est cette feuille de données qui va exploser. On va donc pouvoir comparer les dégâts causés par ce type de bombe artisanale avec ce que la lettre piégée a provoqué tout à l'heure dans l'autre pièce. Vous avez des questions? Très bien, allons-y. Ressortez par la porte avant. 5, 4, 3, 2, 1. En quelques centièmes de seconde, l'explosion déclenche une tornade de débris. L'onde de choc se diffuse à une vitesse de 8000 mètres par seconde, détruisant tout sur son passage. Le souffle laisse derrière lui une traînée d'air qui se heurte aux réverbérations de l'onde de choc. Cette phase de pression négative dure 10 fois plus longtemps que l'explosion initiale. Sous la pression exercée par l'onde de choc, la fenêtre a volé en éclats et il y a même du verre sur le bureau. Ces morceaux de verre ont été repoussés jusqu'ici lors de la phase de pression négative. Quant à la victime, on voit ici la partie inférieure de son tronc. Ses jambes sont brisées, son torse et sa tête ont été projetés plus loin. La chemise devrait être examinée de près, mais gardez à l'esprit que le corps peut fournir lui aussi beaucoup d'indices. Il faudrait donc emmener cette victime et la soumettre au rayon X afin de recueillir des preuves. Si le combustible contenu à l'intérieur d'une bombe explose, les fragments projetés à très haute vitesse par la déflagration peuvent faire des victimes. C'est pourquoi nous recommandons à nos élèves la plus grande prudence, quel que soit le type d'engin auquel ils sont confrontés. Camouflage de choix pour le terroriste, une voiture garée permet d'abriter une bombe discrètement.
2,50 m. Les chercheurs de l'Institut de technologie du Nouveau-Mexique aident une équipe d'architectes à atténuer, par différentes méthodes, les effets d'une explosion. Ils effectuent une batterie de tests afin de vérifier la solidité des matériaux de construction pour concevoir des méthodes de protection efficaces et ainsi déterminer le périmètre de sécurité idéal. L'équipe doit imaginer et expérimenter tous les scénarios possibles. Calculer, recalculer, tester, mesurer. Toutes les hypothèses sont envisagées puis vérifiées afin d'estimer les ondes, le souffle et les dégâts provoqués. En plaçant l'explosif un peu au-dessus du sol, nous allons obtenir une onde de choc incidente et une autre réfléchie par le sol. Cette dernière va d'abord frapper le bas de l'édifice avant de remonter le long du mur. D'après nos calculs, le souffle de l'explosion va heurter le mur à la 20e ou 30e milliseconde et s'éteindre après 60 ou 80 millisecondes. Deux des 14 capteurs mis en place vont enregistrer l'onde principale. Les autres vont suivre la progression de l'onde réfléchie le long du mur. Nous sommes prêts. C'est bon, on y va. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Grâce aux données recueillies, de nouveaux modèles informatiques capables de prédire les effets d'une explosion sur différents types de bâtiments vont être élaborés. L'image de gauche représente l'onde de choc incidente, telle que l'a enregistrée l'un des deux capteurs placés au sol. L'image de droite vient de l'un des capteurs fixés au mur. On voit ici que l'onde de choc réfléchie a une magnitude beaucoup plus grande que celle de l'onde incidente. La pression beaucoup plus élevée enregistrée le long du mur montre un effet démultiplicateur. C'est l'élément le plus destructeur d'une explosion. Cet effet apparaît au moment où l'onde principale se heurte à l'onde réfléchie par le sol. L'énergie accumulée par cette dernière rencontre la masse d'air plus dense qu'entraîne derrière elle l'onde principale, augmentant ainsi la puissance du souffle. Ces données sont un bon point de départ, mais il faut tenir compte de plusieurs variables. On peut modifier les échelles de valeurs, considérer les différents types d'explosifs, examiner la géométrie des charges. Lorsqu'on aborde la question des structures, les choses se compliquent. Il faut modéliser les matériaux, l'acier, le béton, le verre. C'est ce que font nos équipes en ce moment, et nos modèles s'améliorent constamment. Nous avons donc des raisons d'être optimistes. Une bombe artisanale produit une onde de choc pouvant atteindre une vitesse de 30 km par seconde. La nouvelle de l'explosion, quant à elle, arrive dans les salles de rédaction des journaux 10 fois plus rapidement. Les câbles de fibre optique sur lesquels reposent nos réseaux de télécommunications permettent à un signal de faire 7 fois le tour de la Terre en 1 seconde.
Au cours des 20 dernières années, la fibre optique a révolutionné le monde qui nous entoure. Il est possible aujourd'hui d'envoyer de Paris un ordre d'achat à la bourse de Tokyo, 10 000 km plus à l'est, en 40 millisecondes. Le passager d'un vol reliant ces deux villes n'aura parcouru que 6 mètres dans le même laps de temps. La fibre optique fonctionne selon le principe de la réflexion interne absolue. Cette terminologie complexe désigne un procédé selon lequel la lumière pénètre dans une matière qui présente un indice de réfraction élevé et se met à rebondir et à faire d'incessants ricochets à l'intérieur du tube. Ce phénomène ne peut se produire que lorsque l'indice de réfraction est plus élevé à l'intérieur qu'à l'extérieur. On voit ici que le rayon laser sautille, va et vient sans arrêt. Au début des années 1980, les satellites de communication étaient saturés par les appels téléphoniques longue distance. Les premiers câbles en fibre optique posés au fond de l'Atlantique Nord apportaient l'espoir de désengorger les réseaux. Initialement conçus pour transmettre un signal numérique sur une longueur d'onde précise, ces câbles pouvaient relayer 35 000 appels par seconde. Peu de temps après leur mise en service, les ingénieurs développèrent une technique permettant la transmission simultanée de plusieurs longueurs d'onde, multipliant ainsi par 1000 l'efficacité de la fibre optique. Dans l'Atlantique Nord, les fibres, aussi fines qu'un cheveu, relaient aujourd'hui plus d'1 million d'appels en même temps. Après avoir dépensé des milliards pour mettre en place un réseau planétaire de câbles optiques, les sociétés de télécommunications ont compris que ce progrès technique ne permettrait pas d'avancée commerciale. Les fibres optiques sont justement si efficaces qu'elles n'ont pas permis le retour sur investissement escompté. Ce câble contient 432 fibres optiques. Chacune d'elles peut transmettre 10 trillions de bits de données par seconde, soit 4320 terabits de données qui passent à travers un seul câble d'un diamètre de 2,5 cm. Autrement dit, ce câble optique pourrait à lui seul transmettre le contenu de tous les livres de la bibliothèque du Congrès américain en 1 millième de seconde. Mais qui cela peut-il bien intéresser ? L'être humain a besoin de temps pour prendre connaissance de l'information qu'il reçoit et de temps pour y répondre. Cette technologie optique, comme vous le voyez, peut transmettre de très grandes quantités de données. Aujourd'hui, les banques ne pourraient plus se passer de cette technologie. Elles en sont d'ailleurs devenues de ferventes adeptes. Grâce au réseau optique, les consommateurs ont désormais la possibilité de se distraire de multiples manières dans le confort de leur domicile. Mais pour que tout le monde puisse profiter des avantages de la technologie optique, les opérateurs téléphoniques doivent relier chaque foyer au réseau de communication en remplaçant les vieux fils de cuivre existants par des câbles optiques ultra rapides et particulièrement onéreux. À l'Université de Californie du Sud, un groupe de spécialistes des réseaux Internet prépare déjà l'avenir en développant des programmes qui mettront à profit la rapidité de la fibre optique. Notre objectif ultime est de proposer à l'utilisateur une multiplicité de flux audio et vidéo simultanés. Nous voulons mélanger ces flux. On pourrait avoir, par exemple, 5 flux vidéo haute définition et 16 ou 24 canaux audio de très grande qualité. Il faut réunir tout cela de façon à plonger l'utilisateur dans un environnement multimédia global. Les liaisons optiques peuvent facilement transmettre en direct des émissions de télévision haute définition, mais le réseau Internet n'a pas été conçu au départ pour relayer plusieurs flux audio et vidéo simultanément.
Les dispositifs électroniques placés à chaque extrémité des câbles optiques agissent sur les données numériques comme de véritables goulots d'étranglement. Les participants d'une vidéoconférence, par exemple, ne perçoivent pas les retards qu'ils peuvent provoquer. Ces mêmes dispositifs peuvent facilement semer la pagaille lorsque le réseau est davantage sollicité. Lors d'une expérience récente, on a demandé à 2 musiciens, reliés par Internet, de jouer en duo. Pour simuler la réalité, il faut détecter et corriger la moindre erreur de transmission en moins d'un dixième de seconde, soit le laps de temps dont a besoin le cerveau humain pour traiter l'information sonore. Il faut résoudre plusieurs problèmes lorsqu'on met sur pied de tels systèmes. La transmission du direct, par exemple, doit se faire presque instantanément. La communication doit être très rapide. On a également besoin d'ordinateurs puissants capables de traiter les données à des taux de compression élevés. Pour transmettre simultanément plusieurs flux vidéo, ou encore proposer un flux audio complexe dans lequel l'utilisateur, où qu'il soit, se sente pour ainsi dire immergé, il nous faut mettre au point des algorithmes et des techniques sophistiquées. C'est ce à quoi nous œuvrons en ce moment. Un signal audio numérique traverse l'Atlantique en un dixième de seconde, précisément le temps qu'il faut au son d'un instrument de musique pour franchir 5 ou 6 mètres. Parce qu'elle est quasi instantanée, la correction des erreurs détectées lors de l'échange se fait à l'insu des musiciens. Elle leur permettra bientôt de jouer ensemble, à distance, où qu'ils se trouvent dans le monde. Pour tous ceux qui travaillent dans ce domaine, mesurer les ondes à l'échelle de la seconde ne signifie plus grand-chose. En effet, aujourd'hui, tout va très vite ou trop lentement. Une seconde, ça peut paraître très long ou au contraire très court au regard de la technologie actuelle. Très long si on tient compte du nombre de données qui transitent par un câble en une seconde. Mais aussi très court lorsqu'il faut corriger les erreurs et synchroniser de multiples flux. Il est très difficile de faire en sorte que des flux audio et vidéo, provenant d'origines diverses, soient présentés de façon cohérente lorsqu'ils arrivent à destination. La communication doit être très rapide. Faire tout ça en une petite seconde, c'est un vrai défi. La curiosité qu'avait éveillée au départ un phénomène trop rapide pour l'œil se sera donc transformée au fil du temps en une science fondamentale. Le fractionnement de la seconde a levé le voile sur certains mystères de la nature. Il a permis aux hommes de mieux comprendre la mécanique des ondes et du système nerveux central humain. Grâce à des instruments et des machines de plus en plus sophistiqués, les scientifiques peuvent étudier les phénomènes ultra-rapides qui façonnent notre monde. Jadis, les phénomènes qui se produisaient en une seconde nous paraissaient insaisissables. Aujourd'hui, ils ne sont plus qu'un point de départ dans cette conquête de l'infiniment bref.